Alerte enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour l'instant ici, surtout l'inquiétude qui grandit d'heure en heure dans le quartier où je me trouve. N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et sauves il y a un peu plus d'une heure. Alerte enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. Ce soir, sur le divan d'Henri Chapier, Anki Bilal. Né en 1951 à Belgrade, ce jeune Yougoslave, devenu aujourd'hui star de la bande dessinée, découvre à l'âge de 9 ans à la fois cette forme d'expression et l'usage du français. À l'époque, il fréquente davantage Pilote, Tintin et Spirou que les auteurs au programme. Du reste, Goscinny et Charlier ne s'y trompent pas, qui encouragent l'adolescent talentueux dès qu'il réalise ses premières planches à l'âge de 14 ans. Pour la jeune génération, mais aussi pour tous les passionnés de la BD, qui se comptent aujourd'hui par millions, le dernier album de Bilal, c'est encore mieux et plus important que le nouveau Goncourt. Anki Bilal, à quel âge remonte la première image forte de votre enfance? Ah, question difficile pour commencer. Je dirais que première image forte, c'est très tôt, à Belgrade. Je ne sais pas, je crois que je me souviendrai toujours du parc qui est en face de chez moi, qui avait en face de chez moi. Cette espèce d'énorme parc qui s'appelle le parc Kale-Megdan, qui était une forteresse qui avait été construite pour résister à l'envahisseur turc par les Serbes. Et c'est ce parc qui me faisait en fait très peur la nuit, lorsque j'habitais juste en face, et lorsque la nuit commençait à tomber, il y avait vraiment une espèce d'ambiance très étrange et très féerique en même temps, parce qu'il y avait pas mal de tramways qui passaient devant. Il y avait la ligne numéro 2 qui passait devant, je me souviens. Dans une ville qui sortait de la guerre, qui était très marquée par la guerre. Et pour moi, il n'y avait ni Serbe, ni Croate, ni Bosniaque, ni Monténégrin. Enfin, pour moi, c'était un peu une espèce de blessure que je voyais devant moi. Et puis, il y avait la présence soviétique aussi. Il y avait des Russes qui étaient là encore. Donc, il y avait la peur du grand frère méchant russe à l'époque. Il y avait eu le fameux nom de Tito en 1948 à Staline. Donc, tout ça donnait plus une ambiance, moi, je dirais, pays de l'Est, tel que se l'imagine le français moyen, qu'une ambiance exotique, en fait. Mais il était où, votre père, puisque vous en parlez, je vous pose la question. Il était en France, il était à Paris, mon père. Il était parti pour des raisons professionnelles et puis pour des raisons aussi sans doute politiques. À cette époque-là, c'était souvent camouflé. Enfin, les raisons politiques n'étaient pas avancées, c'est évident. Mais il était parti pour parfaire son diplôme de tailleur, de couturier. Donc Paris, en plus, ville de la mode, ville occidentale par excellence. Tout ça, ça fait rêver. L'enfant que j'étais, l'enfant que j'étais alors, ne rêvait pas spécifiquement de l'Occident, il en avait peur de l'Occident. Et moi, j'ai le sentiment que votre appétit pour l'information, l'actualité, était venu de très bonne heure, il me semble, parce que le retrouver dans votre œuvre, toujours obsédant et présent, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est le reflet de ce qui s'est passé à ce moment-là, à 9 ans et plus tard, comme adolescent, non? Il y a la présence obsédante, malgré tout, des guerres, des luttes, et votre intérêt pour tout ça, quand même. Oui, je crois que c'est les événements historiques, sans doute, qui ont ballotté un petit peu mon enfance, comme toute l'enfance, je dirais, des jeunes Yougoslaves de cette époque, et puis surtout de ceux qui ont voulu partir ou qui sont partis, parce que je crois que il était difficile de partir à cette époque-là, c'était pas évident. Pourquoi? Parce qu'on sortait d'une guerre difficile, parce que le régime communiste était en place, parce que
le pays traversait des difficultés et qu'il était très très mal vu d'en sortir. Donc ça, ce sont des événements qui sont très forts, qui pèsent très lourd et qui marquent forcément une imagination. Et puis en plus, je crois qu'il y a quand même un détail, c'est une anecdote mais qui est assez amusante, la façon dont ce départ a eu lieu, parce que ce départ a été précipité par une gaffe que j'ai vraiment commise comme ça, tout à fait incidemment, en répondant pour une fois assez durement à ma maîtresse d'école, en lui disant mais de toute façon je m'en fous de tout ça, je serai plus là, je vais quitter la Yougoslavie. Et c'est cette espèce de gaffe qui a mis la puce à l'oreille à la maîtresse d'école, qui est allée voir ma mère et qui lui a demandé qu'est-ce que c'est que cette histoire, vous devez partir, panique générale. Et en fait ça s'est terminé par un troc tout simple, c'est-à-dire des papiers qui étaient très difficiles d'avoir contre un appartement simplement que nous laissions à ce couple de maîtresse d'école et d'instituteurs. Non, le mari était beaucoup plus important, plus ou moins dans les services secrets, je crois. Est-ce que vous commenciez déjà à dessiner? Est-ce que vous avez écrit de bonne heure? Est-ce qu'on savait ça à l'école, dans la famille, que vous aviez du talent? Oui, je crois que j'ai toujours dessiné, à 5 ans, même avant. J'ai dû commencer à 3 ans. Je ne sais pas quand un enfant commence à dessiner, mais ça commence très tôt. Et c'est un cheval dessiné par ma mère qui a été un peu le détonateur je dirais, de mon envie du dessin, de l'envie de dessiner que j'ai toujours, que j'ai développé. Alors, c'est les encouragements. Enfin, il y a un talent au départ, mais il y a aussi tout l'environnement familial. Je crois qu'on peut tuer un talent si la famille, si les parents n'aident pas, n'encouragent pas. Je suis persuadé qu'on peut faire des dégâts très considérables dans un esprit fragile. Moi, en tout cas, ça n'a pas été le cas. On m'a aidé, moi. J'arrivais d'un pays qui sortait d'une guerre, j'arrivais dans un pays qui était en guerre. Indirectement, il y avait la fameuse guerre d'Algérie à cette époque-là. Je suis arrivé en 61 et dans une banlieue parisienne, je dirais moyenne, de l'ouest de Paris. Et là, on sentait, il y avait quand même la présence déjà d'immigrés algériens, etc. Et c'était pas une ambiance très très nette et très propre. Donc ça m'a frappé, ça m'a pas encouragé, ça m'a encouragé plutôt à me refermer sur moi-même et puis à prendre conscience que ma seule façon de m'en sortir, la seule façon de s'en sortir, c'était de finalement bien apprendre, bien comprendre le français, de bien m'intégrer. En fait, je crois que c'est une volonté sans doute très vitale qui s'est manifestée à ce moment-là. Moi, j'ai le sentiment que le vécu est très important parce que quand on regarde une œuvre, par exemple, si on regarde Partie de chasse, on ne va pas s'amuser tout à les expliquer comme ça. Mais je me suis dit qu'après tout, Partie de chasse, on ne l'imaginerait pas si on est né à Angoulême, sans histoire, qu'on passe des vacances sur la Côte d'Azur. Non. Bon, j'ai pas connu la période stalinienne, j'étais trop jeune, j'ai pas connu tout ce dont il est question dans Partie de chasse, mais c'est vrai que quand je disais tout à l'heure que Belgrade, pour moi, ça n'évoquait rien de véritablement exotique, je crois que c'est Belgrade, bizarrement, et assez curieusement, depuis que j'y retourne, je me rends compte, je me trompe un petit peu, c'était une ville vraiment de l'Europe de l'Est, c'était vraiment une ville derrière le rideau de fer, parce qu'il y avait cette ambiance quand même, qui n'était pas désagréable à vivre, je le répète encore, quand on est enfant. Mais et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans Partie de chasse. J'ai eu très envie à ce moment-là, dans les années 80, lorsque j'ai commencé un petit peu à prendre conscience que finalement mon graphisme se nourrissait de choses très, très personnelles, ce qui est le cas de tous les dessinateurs et de tous les créateurs. Là, j'ai pris conscience de cette envie de retourner vers l'Est et puis de raconter une histoire qui se passe à l'Est, sans volonté de dénonciation politique quelconque.
donc, hein, c'est pas du tout une bande dessinée militante, c'est une bande dessinée simplement qui raconte à travers le fantasme aussi, parce que je crois beaucoup que le graphisme peut passer et doit passer par le fantasme, et donc raconte un petit peu des heures difficiles et des heures complexes du pouvoir soviétique et des relations avec les pays satellites. Donc, mais ça, c'est le vécu, oui, et c'est aussi la volonté de retrouver certaines sensations. Enki Bilal, moi j'aimerais savoir deux choses. D'abord, quelle est la constance du sang dans la bande dessinée et surtout chez vous? Le sang est toujours présent. Est-ce que c'est une convention, un symbole? Pourquoi le sang toujours et autant? Oui, alors je peux parler effectivement de mes bandes dessinées. Pourquoi le sang? Parce que je crois que je raconte quand même, ça me paraît très clair, je raconte des histoires qui sont avant tout des histoires de violence, que ce soit des rapports humains, que ce soit des rapports politiques, des rapports historiques, il y a toujours une espèce de violence latente. Alors ça, c'est un thème, c'est quelque chose qui, moi, me touche, alors que ce soit le totalitarisme politique ou autre. Ça débouche toujours sur plus ou moins violence, affrontement, sang. Alors, cela dit, le sang gratuit uniquement pour la beauté de la couleur rouge, non, c'est faux. J'ai plutôt une tendance à décaler cette apparition du sang, c'est-à-dire que c'est davantage, la violence elle est ailleurs. Le sang doit être un peu le révélateur du véritable détonateur de la violence. Alors c'est politique ou pas. Et en plus, moi, je crois que le sang, c'est un petit peu malheureusement aussi la constante de notre époque. Et puis j'ai décidé simplement de parler du monde d'aujourd'hui. Alors, un petit détail quand même, qui est sur ma personne, sur mes réactions propres par rapport au sang, au vrai sang, je suis tout à fait incapable de supporter la vue du sang. Moi, je tombe dans les pommes quand je vois un accidenté de la route. Je déteste la violence. Je déteste la violence. Je déteste les sports mécaniques qui sont violents. Je déteste tout ce qui peut effectivement provoquer le sang. Alors, le fait que je le dessine, c'est peut-être aussi une espèce d'exorcisme que je me fais. Le dessin, ça sert aussi à ça. Mais alors vous avez le sentiment que ce sang sur vos planches, eh bien, ça ne peut pas impressionner les autres, ils le prendraient comme un truc esthétique? Non, mais c'est là qu'intervient le graphisme, le style, le mariage des couleurs. Et je peux vous dire une chose, par exemple, c'est que les enfants sont très attirés par les planches les plus violentes. Et ces planches-là ne leur font pas peur. Ils y voient autre chose. Je crois que si je faisais des scènes de violence réalistes, il y a peut-être qu'une seule scène réaliste qui est dans les Phalanges de l'Ordre Noir, parce que c'est une histoire très réaliste. Et là, ça fait mal. Moi, même quand je vois cette image-là, je l'aime pas. Mais sinon, toutes les autres images où il y a du sang, mais c'est une espèce c'est une symphonie de couleurs. Moi, je joue un peu là-dessus, et je crois que les enfants, ils voient autre chose. Mais justement, à propos de symphonie de couleurs et de couleurs qui signifient autre chose, il y a le bleu, les larmes bleues. C'est, je crois, l'élément humain pour vous. C'est là. Oui, c'est juste. Ouais. Je crois que attendrissant, du moins, non? Oui, humain, parce que le personnage c'est une femme qui a la peau très blanche, qui a des cheveux bleus, qui a des larmes bleues, qui a même le pubis bleu, enfin qui a le bout des seins bleus. Ça c'est un jeu de palette. Hein. Vous savez, quand on dessine comme ça, on a un tube et puis on presse dessus et puis tout d'un coup on se dit tiens, je mettais un peu de ça. On fait des essais. Et puis alors le bleu est arrivé comme ça et je me suis dit mais pourquoi? Puisque finalement je suis libre, tout à fait libre de le faire sans aucun problème, je ne dois de compte à personne, donc j'ai fait ces cheveux bleus et puis j'ai fait tout le reste bleu. Alors en fait c'est devenu un peu le symbole de la fragilité, donc de l'humanité, en fait vous avez raison, de ce personnage. Mais alors pour vous taquiner, je vous dirais que le bleu est une couleur froide et que votre femme piège peut aussi être un garçon manqué. Oui, parce que non, mais il y a cette dualité, c'est pas impossible. Et puis de toute façon, comme j'y ai mis un peu de moi dans cette femme piège, donc il y a forcément un petit côté garçon manqué, pourquoi pas. Mais le bleu est une couleur froide dans l'absolu. On dit comme ça, c'est froid. Mais dans mes planches, le bleu a un rôle de couleur vive. Vous remarquerez qu'il y a une constante de gris dans mes planches très souvent, et qu'il y a une couleur vive qui ressort.
l'idée force, c'est une quête de l'hyper-macho, quand même. Moi, ça m'a paru évident. À peu près partout, dans le reste des bandes aussi, il y a une inquiétude actuelle. Vous ne faites que transmettre. Je ne dis pas quelle est la vôtre. Mais il y a un besoin de présenter l'homme violent, qui va très loin. Enfin, c'est un fantasme contemporain. Oui, mais c'est pas le mien. Centré autour de l'homme actuellement, plus qu'autour de la femme, puisque c'est faux. Votre enfin, en ce qui me femme, concerne. Oui. Tous mes hommes, par exemple, des personnages masculins sont fragiles aussi. Ils sont surtout très fragiles. Ils sont hyper manipulés, ils sont hyper déstabilisés, ils sont hyper paumés, ce sont des anti-héros. Quand on parlait de héros tout à l'heure, ce sont des personnages qui sont tout le contraire de la panoplie habituelle du héros de bande dessinée, hein, je crois. Mais ils aimeraient être le contraire, justement. Ils aimeraient peut-être, mais alors ça, c'est le côté dérisoire, c'est le côté, effectivement, second degré. Quant aux femmes, je dirais qu'il y a relativement peu de femmes dans mes albums, mais ce sont elles qui ont une espèce de force, une espèce de lucidité et d'intelligence. Alors, dans les phalanges, il y a une femme qui a une 60aine d'années, que moi je trouve sublime, superbe, qui est une Polonaise, et qui est la seule véritablement consciente et lucide de cette espèce de drame sanglant qui est en train de se dérouler, etc. Au nom de valeurs anciennes et au nom d'un passé historique précis. La femme piège, elle, c'est une espèce... Alors c'est un personnage beaucoup plus intéressant parce que c'est un personnage qui est un peu le double de l'homme et de la femme, qui est un peu un mélange d'hommes, un mélange de femmes, et d'où cette espèce d'instabilité aussi. Donc je crois que c'est des personnages fragiles. Mes personnages ne sont jamais vraiment tranchés. Enfin, j'ai cette impression en tout cas. Il y a ce fameux blanc entre deux cases. Ça, c'est quelque chose d'important, de primordial dans la bande dessinée, ce qui s'appelle une ellipse. Mais c'est dans ce blanc-là que l'imaginaire du lecteur fonctionne vraiment à plein tube. Et ça donne des résultats formidables, parce que des lecteurs me parlent d'images que je n'ai pas dessinées. Tout simplement parce que entre l'image qui précède et l'image qui suit, ils ont projeté la leur, les leurs. Oui. Et je veux dire, c'est ça qui est fantastique. Et j'aimerais votre sentiment sur le cannibalisme de la bande dessinée et aussi sur la facilité avec laquelle, finalement, ça banalise l'envie de tuer. On a le sentiment, dans ce qui se passe en général entre les personnages, c'est je te mange, tu me dévores. Ce sont des appropriations de l'autre, ce sont des envies de dévorer l'autre, de le vaincre, en somme. Un peu comme... dans les tribus anciennes, c'est-à-dire celui qui est le plus fort va dévorer le cœur de l'autre, au propre ou au figuré. Je ne sais pas si je saisis bien cette remarque, mais en tout cas, c'est peut-être une forme de bande dessinée qui est la bande dessinée efficace, la bande dessinée de consommation rapide, la bande dessinée d'essence tout à fait populaire, ce qui est la vraie bande dessinée au départ. Et il n'y a pas de concession, je veux dire. C'est vrai qu'il y a même tout le manichéisme. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a une espèce de rouleau compresseur qui écrase tout. Et il faut arriver, au bout d'un certain nombre de pages, à l'extraction de la pureté, de la bonté, etc. Moi, je crois que je préfère jouer avec des choses plus perverses. Et j'ai jamais considéré que la bande dessinée était un genre enfermé. Je crois que c'est un moyen d'expression particulier, un peu bâtard, très certainement, mais c'est surtout une possibilité de raconter des histoires. Alors, de les raconter, moi, mon exemple va vers le cinéma, va vers le roman. Vous avez besoin, pour être exalté, stimulé, il vous faut une angoisse sérieuse. Enfin, un problème, un défi, une angoisse, un tourment. Bien sûr, ça aide, tout à fait. Mais ça, c'est normal. On le sait qu'on est plus on est vulnérable, plus on est inventif aussi, plus on est...
Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes.